Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à bord du train littéraire. Le train littéraire a dépassé maintenant 3 ans. Ça nous fait 3 ans et demi d'une aventure que nous appelons train littéraire. Chaque mois, un voyage au cœur d'un roman, au cœur d'un recueil de poèmes, au cœur des recherches faites par les écrivains pour les célébrer, mais aussi pour promouvoir les grandes œuvres littéraires dans notre pays. Ce soir, le train littéraire reçoit un magistrat, lui de son vrai nom, c'est Domnou Kene, Léon Nyangali, qui est né en 1952 à Koro, où il fit ses études fondamentales. Après, il fera ses études secondaires au lycée de Badlabougou et au lycée de Markala. Après un bref moment au Centre national de production cinématographique et 2 années de stage à Tombouctou, Léon Nyangali est nommé juge au siège au tribunal de la première instance de Kaya en 1981, juge de paix à compétence étendue de Maïna, Bafoulabé en 1985. Il passera alors à la direction nationale de l'administration de la justice en 1988. Janvier 1991, juge de paix à Gourma-Rarousse à Tombouctou. Actuellement, il est juge d'instruction à la section 6 détachée du tribunal de première instance de Bamako. Léon Nyangali vient à bord du train littéraire avec son recueil de poèmes chant pour chant que je vous demande d'applaudir très très fort, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Et je vous rappelle que le train littéraire est une initiative de Bintili Communication, de l'espace La Gare, la radio Djoliba et Djoliba TV avec ses partenaires comme Canal+, qu'il faut applaudir, mesdames, messieurs, et aussi un autre grand partenaire du train que nous saluons particulièrement ce soir et qui nous accompagne donc en nous offrant une sono complète avec lumière, un groupe électrogène pour l'ensemble du bâtiment de la gare, 2 ordinateurs épaules et des centaines d'ouvrages pour le centre de documentation de la gare. Et cela mérite encore applaudissements, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Et vous pouvez suivre le train littéraire sur la radio Djoliba émettant sur le 105.00. Monsieur Nyangali, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être le conducteur du train ce soir. Merci, merci. Quelle impression vous avez d'être à bord du train ce soir? Et j'avoue que je suis très content, d'abord. Surtout en voyant un public d'intellectuels, de parterres, d'écrivains, d'élèves, d'étudiants, de professeurs. Ça me donne confiance à l'avenir de la littérature malienne. Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Merci beaucoup, Monsieur Nyangali. Vous êtes magistrat et nous vous retrouvons dans des poèmes. Alors pourquoi la poésie? Pourquoi pas, par exemple, je ne sais pas, un livre de droit, un cours pénal, un cours de droit civil? Pourquoi pas peut-être, je ne sais pas, un essai sur certaines grandes problématiques de la nation, mais plutôt des poèmes? Pourquoi? Peut-être parce que la littérature était plus facile pour moi. Peut-être. Sinon, pour écrire en droit, il faut faire des recherches. Il faut avoir fait certaines études. Il faut peut-être se spécialiser dans un domaine. Et il y a des collègues qui ont écrit en droit civil, en procédure pénale. Je les remercie. Mais pour le moment, moi je m'intéresse à la littérature. D'accord. Pure. Et nous allons en parler, littérature, chant pour chant, et le titre de votre recueil de poèmes. Page 19, le texte chanson primaire. Voici mes chansons de 20 à 30 ans, comme mes durs mois, de 20 à 30 jours, comme les 20 filles qui m'aiment et les 30 autres qui me boudent. Quand j'aurai 40 ans, aurai-je 20 ans de peine et une femme qui m'aime? Je dirais des chansons pour jeunes gens et jeunes filles de 30 à 40 ans. Chanson primaire. À chaque bonheur de vécu, on aura déjà vécu son double de malheur. Est-ce cela? Oui. Vous savez, la vie est faite de haut et de bas.
On dit qu'on vient entre les mains des hommes et qu'on part entre leurs mains. Quand vous vivez, vous acquiescez des expériences, mais vous êtes un homme. Vous voyez l'avenir. Alors, quand j'écrivais ces poèmes, je disais, j'avais 20 ans, à peu près. Et je me suis posé la question de savoir, dans 30 ans, quand j'aurai 30 ans, quand j'aurai 40 ans, quand j'aurai 50 ans, qu'est-ce que l'avenir me réservera? C'est tout. Il faut penser à la femme. C'est l'avenir de l'homme. Il faut penser aux enfants. Il faut penser à la famille. Il faut penser à autre chose. Alors vous voyez, la vie est ainsi faite. Oui, sauf que nous avons de 20 à 30 jours, comme les 20 filles qui m'aiment et les 30 autres qui me boudent. 20 qui vous aiment, 30 qui vous boudent. Vous n'êtes pas un recordman, hein, M. Temile. Ici, j'ai essayé un peu de calquer sur la forme des chansons populaires de chez nous. Et généralement, les chiffres parlent. Et j'ai fait parler les chiffres. Sinon, peut-être j'ai aimé une femme, peut-être 2, peut-être 3, pas plus. Ok, on peut l'applaudir, hein? On peut vraiment l'applaudir. Ok, merci M. Niagali. Nous allons compter les étoiles. Il y a un texte qui s'intitule « Compter les étoiles ». Trop ti, mi ti, trop les i, mais les i. Entre guillemets, qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau de la cosmogonie Dogon, je ne sais pas si cela a un correspondant dans les cultures, dans les autres cultures mandingues, Sénoufo, Bobo ou autres. Il est dit qu'on ne peut pas compter les étoiles sans pour autant s'assimiler à elles. Est-ce que vous comprenez? Donc, normalement, pour compter les étoiles, on dit une étoile, moi-même, 2 étoiles, moi-même, 3 étoiles, moi-même, 4 étoiles, moi-même. Donc, le troti, miti, trolemile, c'est en fait ça. Voilà. J'aimerais quand même partager le texte avec notre public. Je comptais les étoiles pour dénombrer les hommes. 1000 étoiles scintillant dans la nuit de mes âges. Une étoile est mon double, la seconde mon amour, les 3 autres me sont semblables, ainsi que les 20, les 40 000 étoiles, toutes de misère scintillant dans le ciel. Je m'égarais dans la nuit, sous les lueurs d'une étoile, que je comptais et recomptais à perdre haleine, que je recomptais et recomptais au prix d'hystériques convulsions, qui chanteraient les étoiles pour dénombrer les morts d'innombrables étoiles scintillant dans les nuits. Une étoile est ma tombe, la seconde, une fosse commune. Je m'arrête là. Alors, en vous suivant là, le ciel étoilé serait l'autre versant, l'autre image de la terre peuplée d'hommes. Est-ce à dire qu'autant il y a des étoiles au ciel, c'est autant qu'il y a d'hommes sur la terre? Oui, parce que compter les morts, on dit que les étoiles sont innombrables. Mais quand il y a des carnages par-ci, par-là, on dit aussi qu'on ne peut pas compter les morts. C'est en fait ça. C'est en fait ça. D'accord. Voilà. Mais est-ce que les étoiles meurent? Bon, les étoiles sont peut-être immortelles,
Mais est-ce qu'un homme peut se comparer à une étoile? Justement, on veut savoir avec vous. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est difficile. À moins de prétendre à une autre vie. Voilà le véritable problème. Nous allons partir à la page 80. On a le texte. La terre est-elle insouciante? Le soleil riant dans nos demeures, pourquoi ne chanterons-nous pas la chanson pour huer la lune? Le jour peut-il trahir la nuit? Dans le lit de l'équinoxe, au deuxième chant du coq, j'ai retrouvé mon sommeil. Au devant de l'insomnie, j'ai murmuré ma chanson. 3 couplets de mes alliances et 4 refrains de soleil. Alors, ces couplets de mes alliances, pouvez-vous nous en parler? Et ces refrains de soleil? Oui, c'est le présent et le devenir de l'homme. L'homme a toujours des problèmes de voisinage, des problèmes de ménage. Et l'homme ne cesse de s'interroger, d'interroger l'avenir. Donc, c'est des interrogations. Voilà. Est-ce qu'on a des réponses des fois? Bon, ce n'est pas facile, parce que c'est métaphysique. Ce n'est pas facile. Croyez-vous au destin, vous? Oui, je suis musulman pratiquant. Et je crois au destin. Et quelle combinaison faites-vous entre le destin et l'ambition? Bon, c'est souvent, parce que pour certains, croire au destin, ça tue l'ambition. C'est souvent compliqué. C'est souvent compliqué. Mais je suis peut-être d'accord avec certains qui disent qu'il faut qu'on peut un peu modifier son destin. Voilà. On peut le faire. On peut le faire. On est sûr de pouvoir le faire. L'homme est vraiment le boulanger de sa vie. Je crois. D'accord. Je crois. Page 81. Le soleil, toujours le soleil. Le soleil est notre champ. Ses rayons sont nos mots qui illuminent nos champs. Entre flammes et verdure, il n'y a que nos douleurs qui tiennent par un jour. J'aimerais comme chante mon seul chant de mes alliances, toujours le soleil au cœur, comme la flèche de leurs mots décochée par l'instant au premier chant du coq. Quelque chose m'a retenu l'attention ici, dans la première strophe. Vous dites, le soleil est notre champ. Ses rayons sont nos mots qui illuminent nos champs. Entre flammes et verdure, il n'y a que nos douleurs qui tiennent par un jour. Oui. Il n'y a que nos douleurs. Il n'y a que nos douleurs, parce que le bonheur est éphémère. Et il n'y a que nos douleurs. C'est ça le problème. Mais la douleur aussi n'est pas éphémère. Elle passe la douleur, au même moment que le bonheur, non? La douleur peut passer, mais elle peut revenir très souvent. Et le bonheur? Le bonheur, c'est un point d'interrogation. Mais devons-nous vraiment garder des choses qui les douleurs, M. Nyangali? Non. Seulement les douleurs? Non. Parce que la douleur, c'est ce qui imprime, c'est l'homme. C'est ce qui vous laisse, je ne sais pas, que vous ne, que c'est quelque chose qu'il est difficile d'oublier. La maladie, par exemple, la perte d'un homme cher, la perte d'un parent, la perte d'une femme, la perte même d'un amour. Tout ça, c'est la douleur. Mais est-ce que cette douleur, par exemple, parlant de la perte d'un amour, par exemple, est-ce que cette douleur de la perte d'un amour n'est pas grande parce que le bonheur de l'avoir vécu aussi est grand? Oui. Le bonheur, comme je le disais, est passager. Mais quand on perd,
on sombre dans la douleur. C'est ça le problème. D'accord. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suivez l'émission Les Trains littéraires qui ce soir reçoit le magistrat Léon Niagali avec son livre Chant pour chant, et je vous demande de l'acclamer une fois de plus. Et le train littéraire est un voyage qui s'est fait en 3 étapes. Nous sommes toujours dans la première, qui est un entretien avec l'auteur sur le plateau. Ensuite viendra le moment où vous, public, vous aurez la parole. Donc il s'agira pour vous de lui poser des questions, de faire des contributions, des suggestions. Nous allons maintenant venir carrément au début du livre, et préfacé par Titia Sengaré, homme de lettres. Une magnifique préface. Pour quelqu'un qui lit le recueil et la préface proposée, on peut dire que Sengaré a fait un très très bon boulot. Mais qui il est? Le seul renseignement que vous donnez sur Titia Sengaré, c'est qu'il est homme de lettres. Mais qui il est? Titia Sengaré, je crois, est son nom de plume. Sinon, il y a beaucoup de gens qui connaissent le professeur Sengaré. Le professeur Sengaré qui, à l'époque, a dirigé l'UG. C'est un éminent professeur de lettres qui a été conseiller technique au bureau politique national, au BPC. Et à l'époque, quand j'avais fait le manuscrit du livre, je suis allé le voir pour lui présenter. Et j'avoue que c'est lui qui m'a poussé aussi à publier ce livre. En tout cas, il est magnifique. Voilà. Et dans sa préface, il y a beaucoup de points qui méritent débat. Il dit, cela dit, un mot, un seul, caractérise le recueil chant pour chant. Originalité. En effet, le texte de Niagali se démarque nettement de ce à quoi les livraisons poétiques des jeunes poètes négro-africains nous ont habitués. L'engagement qui finit par étouffer l'art, le message qui l'emporte sur l'impression. Ici, et rien de cela. Certes, Niagali ne fait pas de l'art pour l'art. Il sait que l'une des fonctions du poème est d'exprimer les aspirations du poète, comme le donne à constater ces vers qui terminent le poème Chant d'extase. Je cite, « Je veux un paysage de grenier, traverser des paroles arborées et rire de ma flore à toute faune répue. » Mais, par-delà l'engagement, c'est l'art qu'il privilégie, sachant que l'engagement ne peut convaincre que sous-tendu par la puissance suggestive et la musique des mots. Le poème tire sa pertinence et sa pérennité moins de ce qui est dit que de la manière de la dire, d'où le vœu du poète à la fin de la pièce Chant mémorable, je cite, « Que ma ritournelle ne soit une cavatine, mais chant délire de foule clamé par l'amour. » Et continuant toujours, il dit, Niagali ne commence pas par se fixer un objectif à atteindre, se situant hors de la poésie. Il ne s'impose pas de corset, de privilèges, ne privilégie pas tel thème au détriment de tel autre. Modeste, il ne se veut ni prophète, ni mage, ni démiurge, encore moins rêveur sacré. Je m'arrête là, dans la lecture de la préface. Alors du coup, vous ne vous considérez pas rêveur sacré? Oui, à l'école, on nous a appris qu'est-ce que c'est que la fonction du poète. Et un tel disait que malheur à ceux qui vont à qui prend ses sandales quand les haines et les scandales tourmentent le peuple agité, on te pense qui se mutile par la porte de la cité. Exactement, exactement. Donc, il y a... Ouais, fonction du poète de Victor Hugo. Moi, je ne suis d'aucune de ces écoles. Je ne suis d'aucune de ces écoles. Et quand on prend la chanson traditionnelle de chez nous, les Bambara disent Dongli, Mandi, Akoro de Kadi. Ça, c'est l'engagement. Est-ce que vous comprenez?
Mais à côté de l'engagement, est-ce qu'on ne peut pas privilégier la forme de la poésie? Parce que les tenants de l'engagement, généralement, tombent dans le discours politique. Mais pour qui veut faire le discours politique n'a qu'à aller épouser la politique, c'est tout, qu'il laisse la poésie en paix. Oui, c'est ce que je crois. Parce que sous prétexte de poésie engagée, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit que des simples discours politiques. Moi, je suis... La plupart de mes poètes, des gens que je lis, la poésie que je lis sont des poètes engagés. Senghor, à l'époque, était un poète engagé. Césaire était un poète engagé. Et Léon Gontran Damas, à qui j'ai emprunté mon surnom. Oui, à qui j'ai emprunté mon surnom, était un poète engagé. Mais même au niveau des poètes engagés, comme mon ami Paul Dakéou, prenez ces différents poèmes. Quand vous lisez La femme où j'ai mal, mais c'est terrible, c'est inimaginable, c'est de la poésie pure. Alors que des poèmes comme Les barbelés du matin, là, il est complètement dans tous ses états. Alors moi, c'est ce que je veux dire. Je dis que on peut être engagé, mais de grâce, il ne faut pas sacrifier la poésie à l'engagement. Ça, c'est mon avis. Oui, ne pas sacrifier la poésie à l'engagement, cela se comprend chez vous aisément. Par contre, est-ce qu'il y a du mal à vouloir être poète éclaireur? Est-ce qu'il y a du mal à se vouloir ainsi? Oui, bon, ça c'est une possibilité. Mais parce que le même Victor Hugo que vous citez. J'ai dit, c'est une possibilité, mais j'ai dit qu'il ne faut pas sacrifier. Il y a beaucoup de poètes engagés qui sont très bien. Mm-hmm. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, il y a une autre poésie engagée qui tombe généralement dans la bassesse de la politique politicienne. L'engagement n'est pas que politique. Il peut être social. Il peut être culturel, il peut être économique, il peut être juridique. Vous, aujourd'hui, M. Nyagali, avec votre expérience de magistrat, je suppose que vous avez fait enfermer tellement de bandits, tellement de voleurs, tellement de violeurs. Vous avez été là, vous avez été sur des scènes de crimes, souvent odieux. Vous avez vu des cas mais incroyables. Avec votre talent d'écrivain, comment ne pas mettre ces styles au service de tel engagement? Parce que vous-même vous dites que l'engagement, le verbe en réalité n'a sa puissance que dans le style, que dans sa musicalité. Alors, vous avez ces styles, vous avez cette musicalité, mais pourquoi ne pas nous offrir de l'engagement qui vous dit que nous n'avons pas besoin de savoir ce qu'un Nyagali pense de X ou de Y choses? Nous en avons besoin. Pourquoi vous ne nous faites pas ça? Oui, cela est possible. Pour moi, celui qui veut faire du social n'a qu'à aller dans l'humanitaire. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien à ajouter. Vous voulez faire de la poésie, faites de la poésie. Mais débarrassez-vous de certaines scories. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Alors, je vais rester dans cette poésie pure avec vous. Je vais vraiment rester dans cette poésie pure avec vous. Dans un chant mémorable retenu justement par Sengaré, vous dites, j'aimerais vraiment que vous suiviez ces passages, cher public, que ma ritournelle ne soit une cavatine, mais chant délire de foule clamé par l'aurone. Tout au long du recueil, M. Nyagali, personnellement, il n'y a pas un seul poème dans le recueil que j'ai pu lire sans avoir recours au dictionnaire.
mais pas un seul. Finalement, pour qui écrivez-vous? Bon, vous savez, on n'est pas poète ex nihilo, comme on le dit. Et j'ai beaucoup lu, par exemple, le symbolisme. J'ai lu les correspondances de Baudelaire. Ouais. Les spleens de Paris. Les spleens. L'Albatros. Voilà. J'ai lu des poètes compliqués comme Rabindranath Tagore. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un Indien. Voilà. Oui, je le connais. C'était un de mes livres de chevet, le Gigantali. C'est en indien, le Gigantali. Ou bien corbeille de fruits. Bon, la poésie aussi a ses règles. Est-ce que vous comprenez? Avant, j'imitais la poésie classique, les Villon, les François Villon. Est-ce que vous comprenez? Ronsard, mes poèmes d'amour sont tirés plus ou moins des amours de Ronsard. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi peut-être c'est là peut-être d'où vient ma complication. En tout cas, j'avoue que ce livre est une grande contribution à la littérature malienne, africaine. Jeunes, vous qui êtes là, vous qui nous suivez depuis la radio, la télé, sachez que de vers en vers, vous partez vraiment à la connaissance du français, à la maîtrise du style, à la maîtrise de la poésie tout court. Vous venez de l'écouter. Cet homme fait de la poésie, une poésie souveraine, une poésie qui ne laisse pas se salir du tout. Loin de toutes les autres préoccupations, lui il fait de la poésie. Cette poésie, si elle est comprise, tant mieux. Si elle n'est pas comprise, en tout cas c'est ça sa poésie, c'est cela son chant et c'est chant pour chant. Maintenant nous allons passer à la deuxième étape de notre voyage. Cher public, c'est à vous maintenant la parole, à vous de lui poser toutes les questions que vous voulez. Train littéraire. J'aimerais que l'auteur nous explique pourquoi il a donné ce titre d'abord à cette œuvre, à ce recueil de poèmes. Et comment est-il arrivé, deuxième question, en tant que magistrat, à concilier la passion littéraire avec la raison juridique? Merci bien. Je vous remercie pour la présence. Comment se peut-il qu'on peut critiquer, on peut soigner les mots d'une société étant aussi très simple ou très complexe comme vous l'êtes dans vos écrits? Je vous remercie. Dans son intervention, l'auteur disait qu'il ne faisait pas du militantisme. Moi, j'aimerais savoir quels sont les messages véhiculés dans son livre. Alors, impression, c'est que j'ai été très surpris par le texte de Léon Nyangali. C'est la première fois que je vois son texte. Ce qui m'a impressionné dans ce truc, c'est le débat autour de l'engagement dans la poésie. Monsieur Nyangali dit qu'il a étudié Césaire, Senghor, Léon, Gontran, Dama, qui sont des auteurs engagés. Quand on a étudié ces gens-là, c'est très difficile qu'on ne soit pas influencé par le travail qu'ils ont effectué. Donc, il y a forcément de l'engagement. De toute façon, le problème de l'engagement, ce n'est pas maintenant que ça s'est posé. On en discute dans toutes les écoles, toutes les années. Et je me souviens qu'il y a quelqu'un qui a dit que dès l'instant où on prend sa plume pour écrire, on s'engage d'une certaine façon. Ça, c'est... Alors, donc le message à véhiculer, la poésie, elle est dans toute chose. C'est-à-dire que ça dépend de chacun, de la façon, de la sensibilité de chacun. Ça dépend de la créativité de chacun. Il y a de la poésie dans l'espace, il y a de la poésie dans la nature, il y a de la poésie dans la femme, dans l'enfant,
il y a de la poésie, même dans les animaux, pour qui sait comprendre, pour qui sait interpréter les choses. Il ne faut surtout pas essayer de mettre quelqu'un dans un carcan bien déterminé et dire, voilà, il est poète de l'engagement, il est poète de l'art pour l'art, etc. Non, chacun a sa manière de sentir la poésie et chacun a sa manière d'exprimer la poésie. Je crois qu'il faut libérer les auteurs, les laisser dire les choses telles qu'ils les apprécient. Je crois que c'est la meilleure façon d'écrire la poésie. Et en ce sens, j'ai lu certains passages du texte de Léon Nyangali et sont simplement magnifiques. Hein, et c'est de la poésie pure. Alors, est-ce que c'est difficile? Je ne sais pas. Tout est un problème parce que la façon dont moi je sens la chose, ce n'est pas peut-être votre façon de sentir. Et ce n'est pas la façon dont on exprime la même chose. Il y a des gens qui, quand ils parlent, ils ne peuvent pas parler simplement. Et alors, est-ce qu'on peut exprimer simplement la poésie? Moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que c'est un langage élevé. La poésie, c'est la parole divine. Hein. C'est la parole divine et forcément, elle est quelque part compliquée. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce débat autour de la littérature. Vous êtes difficile à lire. Mais les passages que vous avez cités là, moi, je ne les ai pas trouvés difficiles. Tout au contraire, pour moi, c'était très bien. Merci beaucoup. Train littéraire. Merci beaucoup. Alors, première question de Maître Sissoko, il est avocat. Pourquoi ces titres, chant pour chant, et comment vous avez pu faire pour concilier alors, la passion littéraire et la raison juridique, c'est ça? Merci. Le titre chant pour chant. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'a inspiré ce titre. Alors, quand j'étais enfant, j'ai assisté à la place publique du village à un concert de musique de variété, de chansons de variété, donné par un de nos aînés. Un de nos aînés qui était non seulement borgne, mais qui boitait. Alors, bien qu'il chantait bien, je crois qu'il avait des problèmes avec les femmes. Et ce jour-là, dans une chanson, il a pris à partie toutes les filles du village en disant qu'elles ne sont pas sérieuses, qu'elles n'aiment pas l'humain, mais qu'elles préfèrent l'argent. Alors, tout le monde croyait que le spectacle allait continuer avec la voix unique de notre frère. Mais à un certain temps, une de nos grandes sœurs s'est jetée dans l'arène et a répliqué vertement à notre grand frère en disant « Oui, tu peux nous dire que nous sommes ceci, tu peux nous dire que nous sommes cela, mais toi tu es voué à nous. Si tu veux une femme, c'est chez nous que tu viendras. » Plus tard, quand j'ai eu l'idée, n'est-ce pas, de rassembler mes poèmes, j'ai pensé à cette chanson de mon frère et à la réplique de ma sœur. De telle sorte qu'il faudrait comprendre le titre comme chant. Une réponse de la bergère voilà. au berger. Réponse du berger à la bergère. Chant, réplique de chant. Chant, réplique de chant. Bon, mais comme il y a l'adage l'art pour l'art, les gens se sont pressés de dire
que le titre fait référence à l'art pour l'art. Sinon, je ne fais pas l'art pour l'art. Et même pour ce qui concerne l'engagement, je le dis que je n'ai pas dit qu'il ne faut pas être engagé. Non. J'ai dit qu'il ne faut pas que l'engagement serve unique. Je ne sais pas, il ne faut pas que la poésie serve l'engagement. Mais le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas sacrifier l'engagement à la poésie. La poésie à l'engagement. Voilà. Donc, ça, c'est mon idée. Sinon, Baba, c'est que j'ai eu des prises de position. Et à l'époque, j'ai été élève, j'ai milité au bureau de l'UNEM. Mes promotionnaires savent ce que j'ai fait. Même dans la vie politique, les gens connaissent mes convictions, bien que je sois magistrat. Bon, mais j'ai dit que quand on veut faire de la politique, il faut faire de la politique, il ne faut pas trop mélanger les choses. C'est ce que j'ai dit. Et quand on veut faire du social, on peut s'engager dans l'humanitaire. Je n'ai pas oublié la formule, hein, mais il y a une seconde question toujours de M. Sissoko. Alors, comment vous avez pu faire pour concilier la passion? Au début, je l'ai dit. J'ai dit qu'il y a beaucoup de mes collègues qui se sont interrogés, mais comment j'arrive à écrire? Et certains ont même dit que peut-être c'est au dépend de la technique juridique. Mais d'abord, l'écriture, c'est une question de passion. Ça, c'est d'un. De deux, c'est un problème de temps libre. On n'écrit pas quand on est en train de juger. Est-ce que vous comprenez? On n'écrit pas quand on est en train de rédiger un jugement. Un professeur de lettres, quand il fait des cours, là, il n'écrit pas. S'il est écrivain, il se retire après, comment dirais-je, souvent la nuit très avancée. Donc, pour celui qui veut écrire, moi je crois qu'il y a toujours le temps de concilier l'écriture avec sa vie professionnelle. Il s'agira juste d'enlever la robe du magistrat, voilà. de prendre sa plume. Tout à fait. D'accord. La question de M. Chaka Keita. Alors, comment pourriez-vous défendre des causes avec ces styles d'écriture que vous avez? C'est-à-dire que l'essentiel, c'est d'écrire. D'écrire la description même de son milieu. C'est utile, là. La description du milieu dans lequel on vit. Moi, je fais par exemple référence à mon royaume d'enfance. J'ai décrit les paysages, j'ai décrit les coutumes, j'ai décrit les contes, j'ai décrit les récits de chasse. Tout se trouve dans ce livre-là. Tout à fait. Bon, moi, je crois que on n'a pas besoin de porter haut le flambeau du, je ne sais pas. Ouais. Hein? D'accord. Pour pouvoir écrire. D'accord. La question de Kouma est une question quand même qu'on pose très souvent aux artistes. Hein. Tout à fait. Ouais, aux artistes. C'est normal. Voilà le poème qui vous a le plus. Le plus. Voilà, c'est un poème où je confonds la femme à la terre. Voilà, c'est le dernier poème. Si vous êtes d'accord, je peux le lire moi-même. Allez-y. Femme, terre, amour, mère. Femme, j'ai humé ta sueur chaude.
Sentis la saveur de tes seins de termitière dans un lit d'hivernage, drapé d'herbes hautes et d'épis de gloire. Femme désirée par-delà les tabous des saisons. Femme, rêver un jour et te dévoiler mes instincts. Inceste, amour ou désir maternel, au point de mon extase. Terre, j'ai joui à ton cheveu, éjaculant mes mots dans ta vulve de prairie. Tes lèvres gonflées d'eau douce, dans tous ces fantasmes, ton murmure, tes cris et tes soupirs, au plus de ma virilité. Femme, un soleil d'inceste m'étreint les reins. Quel filtre utiliserai-je pour mes désirs nus? J'ai besoin ce jour de partager ton alcôve. Dans quel lit le ferai-je pour combler une saison? On applaudit. Alors, pas de commentaires? Pas de commentaires. Je l'ai déjà commenté. J'ai dit que j'assimile la femme à la terre. D'accord. Voilà. Mais on voudrait avoir quelques petits détails quand même. Hein? Expliquez-nous un peu, pour une fois, M. Nyagali. La Juste femme un tout petit peu. à la terre. La femme à la mer. C'est compliqué. L'amour maternel, l'amour de la terre et l'amour tout court. C'est ça qui est résumé dans ce poème. D'accord. Alors, M. Koulibaly demande à savoir quels sont alors, les messages véhiculés. Bon, certainement, il veut savoir quels sont les messages que vous, oui, vous avez j'ai dit que d'abord la description de mon terroir. La description de mon terroir. Les souvenirs d'enfance que j'évoque à travers des bribes de contes du terroir, de chansons de gestes. Je vais vous raconter une anecdote. Avec plaisir. Une anecdote. Alors, je ne connais pas le titre. Il faut aller à Allégeance à la terre, je crois. Allégeance à la terre. Page 70. Un vent fort. Est-ce encore l'armatan, l'ouragan ou autre vent? Poussière de mes trans, orage de mes ans ou mauvaise saison? Et tout le monde sait que en milieu islamique, la viande du sanglier, qui est une espèce de porc, est prohibée. Est-ce que vous comprenez? Bon, au départ, c'est ma maman d'abord qui a embrassé l'islam avant mon père, qui était un fétichiste, qui est resté très longtemps fétichiste et chasseur en même temps. Alors un jour, ce dernier est allé à la chasse et il est revenu avec une viande, une carcasse de sanglier sur la tête. Mais ma maman, qui est une musulmane pieuse, normalement elle ne doit pas manger de cette viande. En venant voir mon père, alors elle a commencé à esquisser des pas de danse. Est-ce que vous voyez? Elle a commencé à esquisser des pas de danse et à chanter un hymne à la terre. C'est pour vous dire comment les problèmes de religion sont compliqués chez nous. Voilà. Peut-on être à la fois fataliste et ambitieux? C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Seulement, il faut surpasser, quoi. D'accord. Souvent. Pourquoi spécifiquement la poésie? D'après lui-même, il y a tellement de genres littéraires, mais pourquoi spécifiquement la poésie? Oui, la poésie, j'ai commencé par ça. Presque tous les jeunes. Peut-être qu'il n'était pas là. Presque tous les jeunes commencent par la poésie, hein. Même les plus grands écrivains. Voilà. Et commencent par la poésie. Yambo Ologem, il a écrit des poèmes. Il n'est pas très bien connu en tant que poète. Massama Kandiabaté, de la célèbre trilogie de Kouta, a écrit des poèmes.
Bon, généralement, c'est peut-être les gens croient que c'est plus facile au départ, alors que c'est un genre qui est très compliqué. Souvent, on essaye par la poésie, après on vient aux nouvelles, et ensuite on attaque le roman, ainsi de suite. C'est comme ça. Mais moi, j'ai écrit un recueil déjà publié un recueil de nouvelles. Et j'ai recueilli des contes du terroir que j'ai publiés. Donc, pour le moment, je ne suis pas resté seulement à la poésie. Merci. Alors, dernière intervention. N'avez-vous pas souvent usé du poids de la versification pour davantage enfoncer l'accusé dans votre réquisitoire ou bien magnifier son crime pour qu'on s'apitoie un peu sur son sort? Merci, cher doyen. Oui, j'avoue que dans ma profession, j'ai exercé la fonction de magistrat de parquet, qui veut dire ceux qui lèvent là pour faire des réquisitions au cours des assises ou même au niveau du tribunal correctionnel. On dit avocat accusateur généralement. Oh oui. Et là, généralement, souvent le verbe compte. Monsieur Niagali, alors nous allons presque arriver au terme de ce voyage à bord du train lui-même. Il ne nous reste plus que le cocktail. Alors, quel est votre dernier mot à l'endroit du public présent, à l'endroit de ceux qui nous suivent depuis la radio Djoliba et depuis Djoliba TV? Je m'adresse surtout au public jeune qui veut l'écrire. Il est difficile de donner des conseils pour l'écriture. Généralement, c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas. Mais il faut lire. Il faut lire. Écrire, réécrire, biffer, reprendre, ne pas avoir peur de recommencer. De vous confier aux gens, à vos aînés, à vos professeurs. Parce que nul n'est parfait. Nul n'est parfait et il n'y a pas actuellement des règles fixes pour la poésie. Actuellement, il n'y en a pas. Avant, on disait il faut faire des vers, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ensuite, il y a les Apollinaires qui ont même supprimé la ponctuation. Ils se sont fâchés. Ils ont supprimé la ponctuation. Maintenant, certains écrivent comme ils veulent. Mais l'essentiel, c'est d'écrire. C'est d'écrire et de présenter au moins quelque chose de potable. Je vous remercie. On applaudit. Alors, mesdames, messieurs, moi je voulais juste pour conclure, vous rappeler deux auteurs. L'un, c'est Octavio Paz qui dit « Savoir parler a toujours été savoir se taire, savoir qu'il ne faut pas toujours parler. » Et je crois que notre auteur illustre bien cette leçon dans un Mali d'aujourd'hui où chacun se croit spécialiste de tout et où chacun se mêle de tout qu'on maîtrise, qu'on ne maîtrise pas. Monsieur Niagali, de par sa personnalité, doit nous inspirer cette sagesse de savoir parler. À quel moment? Avec qui? Dans quelles circonstances? Le deuxième auteur que je vais citer et que le débat m'a vraiment inspiré ce soir, le débat sur l'engagement, c'est Victor Hugo, qui dit « Nul de nous n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne, vous vivez ce que je vis, la destinée humaine est une. Prenez ces miroirs
Et regardez-vous-y. On se plaint quelquefois des écrivains qui disent moi, hélas les Cretons, comment ne les sentez-vous que quand je vous parle de moi, je vous parle de vous, insensé, qui croit que je ne suis pas toi. Fin de citation. Pour vous dire qu'avec M. Nyangali, nous avons une grande contribution au débat littéraire au Mali, notamment sur l'engagement. Lui, il nous présente une œuvre de souveraineté. La souveraineté, quand elle manque à quoi que ce soit, eh bien, la grande chose ne peut être qu'une petite chose. Croyez d'abord en vous, croyez en ce que vous publiez d'abord. Et c'est à quoi lui il croit. C'est ce qu'il veut dire. Si cela est un engagement pour X, tant mieux. Si cela n'est pas un engagement pour Y, ben encore tant mieux. Mais vive l'art souverain avec M. Nyangali que je vous demande d'applaudir très très fort. Et nous vous donnons rendez-vous le dernier jeudi du mois de février pour un autre voyage à bord du train littéraire. À présent, la toute dernière étape du voyage, c'est le cocktail qui nous attend en bas. Merci à toutes et à tous. Au revoir.